Il existe deux types de tirs. Le premier est celui que l'on fait avec précision, mais sans âme. Dans ce cas, l'archer, bien qu'il possède une grande maîtrise de la technique, s'est exclusivement concentré sur la cible et n'a donc pas évolué. Il a machinalement répété un geste, il n'a pas réussi à grandir, et il abandonnera un jour la voie de l'archer parce qu'il trouvera que tout est devenu routine. Les TEDx ont grandement contribué à mon changement intérieur, à la prise de conscience de mes différents moi et à leur dépouillement. Ce TED est pour moi un exercice particulier car ma vie de militaire est à des millénaires de ce que je suis maintenant. C'est comme si je n'arrivais plus à reconnecter avec ces différents moi d'avant, comme s'ils faisaient partie d'un autre espace-temps. Et je vous raconte une partie de mon histoire en ayant à l'esprit le devoir de réserve. Et pendant ce TED, pas d'études scientifiques avec échantillons représentatifs de la population au programme, mais des expériences, celles de la vie et de l'observation et des ressentis. J'ai longtemps été persuadée que je serais heureuse en ayant un travail bien sûr, bien sécurisant, bien payé, en étant en couple avec des enfants, en ayant plein de beaux diplômes et en ayant l'impression de faire partie d'une élite perdue parmi d'autres, se définissant aussi comme telle. Les diplômes, j'en ai fait un combat personnel pendant des années avec ce furieux besoin de prouver au monde entier un je ne sais quoi au final. Tout ça dénoté avec mon besoin d'aventure, d'écriture, d'imprévu, d'aider les gens. Je n'avais pas pleinement conscience de ce décalage. Ça m'arrangeait de me mentir à moi-même, trop de travail, de voir la vérité en face est bien trop risqué. Car se dépouiller nécessite d'être honnête avec soi-même et de décider de voir la vérité en face. Avez-vous déjà ressenti comme un emprisonnement, un étouffement dans des rôles que vous vous octroyez ? Petit retour en arrière, en 2009, à 24 ans, je m'engage à l'armée avec pour conviction de servir mon pays et de vivre l'aventure. Après 2 ans d'école, je suis chef de section et je commande entre 30 et 50 femmes et hommes et j'enchaîne les missions de terrain en France et à l'étranger. À ce moment de ma vie, j'ai cette obsession d'être parfaite sur tous les plans et de suivre ce que bon nombre me répètent, ne pas montrer mes émotions. Tu es chef, tu dois être forte, me dit-on. Après 3 ans, je suis sur un poste plus politique et plus administratif. J'enchaîne toujours les missions à l'étranger, toujours ce besoin d'aventure, d'être dans le mouvement. Je commence à m'interroger sur le sens de tout ce bazar, mais je ne vais pas plus loin. Je reste en surface. L'autonomie dont je bénéficie sur ce poste et le salaire qui tombe tous les 25 du mois me conviennent parfaitement. Le poste suivant, en revanche, me fait sentir un mal-être profond. J'étouffe littéralement. Ce que je fais n'a aucun sens à mes yeux. J'ai l'impression d'être un automate qui exécute sans réfléchir, métro, boulot, dodo. Je continue à m'interroger, mais cette fois-ci sur le sens global de la vie. Un samedi après-midi, j'aperçois au loin se garer sur le bas-côté de la route une voiture et sur le siège à l'arrière, je reconnais aussitôt l'une de mes anciennes chefs de groupe du régiment. Elle aussi me reconnaît aussitôt et dans sa tête, je suis toujours sa lieutenant. J'ai appris bien plus tard le surnom qu'elle m'avait donné, le Führer. À cet instant, on s'extasie de cette rencontre incroyable. Elle me raconte sa nouvelle vie de nomade, finit l'armée, elle voyage, elle rénove une maison, elle souhaite avoir son propre restaurant. Et moi, je suis estomaquée de voir autant de bonheur en une seule fois. Et à cette époque, je suis en poste à Balard, lieu où tous les chefs d'armée sont réunis. Et moi, je suis estomaquée de voir autant de bonheur en une seule fois. Qu'avais-je fait de ma vie ? Comment m'étais-je débrouillée pour en arriver là ? Suis-je en train de vivre de manière anesthésiée ? Qu'est-ce que je fuis ? Ou plutôt, qui je fuis ? Environ 2 ans après cette rencontre, c'est mon mental, mon corps et mon cœur qui s'écroulent. Et je m'autorise à abandonner,
abandonner un système dans lequel je meurs de l'intérieur, des croyances, des schémas, des idées toutes faites, des rôles, et je décide de prendre mes responsabilités et d'amorcer une profonde réflexion sur moi, un travail de fond. C'est le premier dépouillement, celui des uniformes, la militaire de terrain, la militaire de bureau, la working woman, la fitness girl, la guerrière et bien d'autres. Une des expériences qui peut ouvrir notre regard sur nos moi serait de se questionner sur les différents uniformes qu'on peut endosser en une journée. Quels uniformes j'endosse, avec qui, dans quelles circonstances, quand? Avec qui ai-je l'impression d'être dépouillée de mes uniformes, d'être dans ma vérité, d'être moi-même? Avez-vous déjà ressenti de la gêne tellement vos placards débordent d'affaires de toutes sortes, tellement vous avez accumulé d'objets? Je suis en pleine reconversion dans les domaines de la sophrologie et de l'hypnose. Je vis dans mon appartement du 13e arrondissement de Paris, réservé aux militaires. Et je m'apprête à quitter l'armée, où j'ai un poste assuré jusqu'à la fin de ma carrière et où je suis bien payée. Et je suis en couple avec un homme qui vit à l'autre bout de la France. Même si je connais des ascenseurs émotionnels que l'on peut rencontrer lors d'un changement de vie, je m'épanouis dans mes nouveaux apprentissages et dans les prémices de ce que me réserve le facteur inconnu. Un après-midi, je découvre que l'homme avec qui je suis en couple est en fait marié, en couple avec une autre personne depuis 9 ans et a plusieurs autres relations. À ce moment, c'est tout mon monde qui s'écroule, nos projets, notamment celui d'emménager ensemble. Je me retrouve à devoir quitter mon appartement et à faire des recherches de logement. Et à 36 ans, c'est dans une coloc à 13 que je vais atterrir. Je vais vivre dans un endroit où tout est pensé pour arriver avec 2 valises maximum. Seulement, j'ai déjà plusieurs missions et voyages à l'étranger qui m'ont fait accumuler beaucoup d'objets. Donc pendant les 2 mois qui me restent avant mon emménagement, je vends, je trie, je recycle, je donne, je vois ma vie défiler à travers tous ces objets qui sont la matérialisation de moments, de personnes, de souvenirs marquants. C'est comme un début de tristesse qu'on ressent, une angoisse et ensuite une sorte de libération qu'on ressent. C'est plus qu'un dévoilement matériel, une mise à nu matérielle, c'est un dévoilement de notre vulnérabilité. Et après avoir ressenti comme une libération de mes moi, une perte de mes identités, j'ai ressenti cette sorte de libération, cette sorte de légèreté qui m'ont fait comprendre que je libérais de la place pour accueillir tout le positif qui m'attendait. Alors, j'achète encore du matériel et je suis OK avec ça. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai eu une prise de conscience. Je me suis rassurée du mieux que je pouvais toutes ces années à travers tous ces objets qui m'ont fait croire qu'ils participaient à la construction de mes moi. C'est le deuxième dépouillement, celui des pactages. Une des expériences qui peut nous interroger sur notre relation au matériel serait de nous questionner sur ces possessions qui nous compliquent la vie, de celles qui nous facilitent la vie. Alors l'idée n'est pas de vivre comme les moines, on vit dans un monde matériel et on ne peut pas l'ignorer, mais l'idée ce serait de faire la part entre ces possessions qui nous facilitent la vie, qui nous fluidifient la vie, de celles qui nous compliquent, qui nous ralentissent, qui nous font sentir qu'il y a un trop inutile. Avez-vous déjà tenté de passer une journée sans rien planifier, sans rien organiser? À l'armée, il y a ce qu'on appelle le cahier d'ordre, un cahier où on note le programme de la journée du lendemain, heure par heure, avec la tenue précisée pour chaque activité. C'est un document officiel signé par les chefs. Ma vie, c'était ça, un cahier d'ordre que je me donnais à moi-même. À ce moment, je vis au rythme de l'encre déposée dans mon agenda, je programme tout, j'anticipe tout au millimètre près, pas de place à l'imprévu ni à la déception. Lors d'une mission en Afrique, je partageais ma chambre avec des journalistes qui réalisaient un reportage sur l'armée française et nous avions chacun notre clé.
est venu le moment salutaire de prendre une douche et les journalistes travaillaient dans la chambre. Ni une ni deux, je suis sortie avec le strict nécessaire pour ne pas m'encombrer. Mais c'était sans compter sur le fait que je me retrouve devant la porte de la chambre verrouillée. Et là, c'est le drame. Mes clés étaient à l'intérieur. J'ai à peine le temps de me retourner que je me retrouve devant l'adjudant-chef qui fait 2 mètres de haut et moi avec ma petite serviette qui me sort « C'est vous, la capitaine avec qui je fais la mission le lendemain ?»« Ah oui, c'est moi. » Comment vous dire qu'à cet instant, je me suis sentie très seule parce que déjà, j'étais à poil au sens propre et figuré. Et deuxièmement, j'avais planifié de me présenter à lui le soir même, tenue militaire carrée, salut réglementaire de rigueur. Des missions à l'étranger, des voyages organisés, une carte du monde parsemée d'épingles, comme pour comptabiliser une performance vide de sens. Et dans l'optique de continuer mon cheminement intérieur, je suis partie en stop au hasard sur les routes de France pendant 11 jours. Je souhaite expérimenter l'imprévu, écouter l'histoire des personnes rencontrées, questionner l'état d'hypnose. Comment les personnes rencontrées au hasard peuvent me permettre d'évoluer. C'est une véritable immersion dans la carte du monde des personnes rencontrées, mais aussi dans la mienne. J'ai prolongé cette expérience en partant cette fois-ci en stop, sans argent, sans eau, sans nourriture, sans matériel, dépouillé de toutes ces choses auxquelles on peut s'identifier. On m'a dit « Mais c'est génial, tous ces challenges que tu te lances. » Mais comment expliquer et faire comprendre, avec des mots qui ne sont même plus suffisants, que ce n'est pas des challenges que je veux me lancer, mais plus subtils que ça. Parce que la connaissance n'est pas le tout savoir, parce qu'au-delà de ce savoir, apprendre à douter et à se mettre en posture d'apprenti de la vie permet de dissoudre certains schémas, certaines croyances, certains biais cognitifs qui nous sclérosent, et qu'expérimenter et incarner sont nécessaires pour apprendre à se connaître au-delà de ces moi. Cahier d'ordre, incertitude, aucun des deux n'est à diaboliser, mais de temps en temps, lâchons de notre main le fil conducteur de la vie pour se laisser porter par le fil de la vie. Le déséquilibre est normal, il est même rassurant et enseignant. C'est le 3e dépouillement, celui des ordres qu'on s'impose. Une expérience que vous pouvez tenter est de vous programmer dans votre agenda 1 heure, une demi-journée, une journée où vous ne prévoyez rien et d'observer à ce moment vos ressentis physiques, mentaux et émotionnels. Et de vous poser la question suivante, de quoi ai-je besoin ici et maintenant ? Avez-vous tenté d'être pleinement à l'écoute de l'autre lors d'une conversation ? Par pleinement, j'entends le regarder dans les yeux et ne pas regarder votre téléphone, ne pas vous perdre dans l'après. Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? J'ai encore les courses à faire. Aujourd'hui, on en vient à payer pour quelque chose de gratuit, tel que le silence, alors que la vie en elle-même est une expérimentation, une hypnose universelle gratuite. Il y a quelques mois, j'ai réalisé un séjour dans le silence, sans téléphone, sans écran, ni parole pendant 6 jours. Dans un monde où il devient insupportable d'attendre un métro plus de 5 minutes sans ce furieux besoin de regarder son téléphone. Dans un monde où nous avons la tête baissée et n'avons même plus la force de la relever pour observer, pour contempler. Durant ce séjour, le silence m'a amené à m'ennuyer, à observer, à expérimenter l'authenticité, à m'émerveiller davantage et encore, mais aussi à me délester de mes narratifs, de mes discours auto-entretenus et victimisants. Personne ne m'aime, j'ai pas de chance, mais aussi de mes schémas narratifs, de mes promesses faites à moi-même. Je dois être épanouie. Je suis obligée de. Il faut que. C'est le 4e dépouillement,
celui de la parole verbale, celui de la parole qu'on se donne, des promesses qu'on se fait à soi-même, de nos narratifs, de nos discours auto-entretenus. Apprendre à se taire pour être pleinement avec l'autre. La prochaine fois qu'une personne vous ouvrira son cœur, tentez l'expérience de vous taire, tout simplement, de l'écouter et de vous exprimer quand elle a réellement fini de s'exprimer. Observez ce qu'il se passe et ce que vous ressentez. Ma vie d'avant, celle de maintenant, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Je dirais plutôt, qu'est-ce que j'expérimente? Alors j'ai écrit un livre qui propose des outils pour apprendre à mieux se connaître, mais aussi un roman. Je me forme en ce moment sur le genre de la romance, mais j'accompagne aussi des personnes via l'écriture, via l'aventure, via le stop thérapeutique. Et je prends aussi des bus au hasard et bientôt peut-être des trains au hasard pour expérimenter l'imprévu et voir où la vie me mène. Et j'ai peur. Et c'est normal. Changer le monde, ça commence par notre changement intérieur. Et pas besoin d'aller jusqu'à faire des retraites spirituelles pour ça, des retraites silencieuses. Il s'agit de commencer par prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'identifier ses besoins et les respecter, en arrêtant de faire de sa vie un perpétuel combat pour mieux se fuir, en s'autorisant à abandonner parce que oui, l'abandon parfois peut être salvateur, en se délestant de ces moi qu'on s'invente à différents moments de la journée et parfois toute une vie. En prenant de la distance avec ces moi, on réalise qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croit. Il devient urgent de vivre, urgent de se délester de ses mensonges pour apprendre à mieux se connaître. Plutôt que de vous demander quel métier je souhaiterais faire, je vous invite à vous demander quelles expériences je souhaiterais vivre. Le second tir est celui que l'on fait de toute son âme. Lorsque l'intention de l'archer se transforme pour devenir le vol de la flèche, ses doigts s'ouvrent au bon moment et le son de sa corde fait chanter les oiseaux. Et le fait de tirer en direction de quelque chose au loin provoque, paradoxalement, un retour sur soi, une rencontre avec soi-même. Et je rajouterai à cela, sortez de vos cercles. Le monde est à vos pieds. Merci infiniment.